J'allais encore oublier mon micro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live consacré aujourd'hui au lancement de la Parker Solar Probe vers le soleil. Nous sommes le samedi 11 août, il est 8h30 et vous êtes, ma foi, déjà très nombreux pour un samedi matin aussi matinal, ça fait plaisir. Donc vous l'aurez compris avec Nina Simone et ce trailer, aujourd'hui on va parler du soleil. Alors oui, le trailer, j'ai pas pu m'empêcher de vous le mettre. C'est vraiment tout ce que les Américains savent faire de mieux, ces sensations hollywoodiennes. Moi, ça m'a beaucoup plus foutu les poils que le dernier Mission Impossible. Enfin bref, on va donc suivre effectivement le lancement de la Parker Solar Probe en direction du Soleil, donc une mission vraiment passionnante. La sonde s'approchera du Soleil plus que jamais auparavant. Elle devrait atteindre aussi des vitesses jamais atteintes par des objets de fabrication humaine, donc on parle de 700 000 km/h par moment. Et puis plus concrètement, à ce moment, on verra aussi tout simplement le décollage de la Delta IV Heavy. Donc une des fusées les plus puissantes actuellement, la deuxième la plus puissante, avec son immense boule de feu au décollage qui donne l'impression que la fusée est en train de flamber. Bref, je pense que vous avez fait le bon choix en mettant votre réveil si tôt. Donc tout ça aura lieu, on se retrouvera vers 9h20, 30 environ pour suivre ça. Le lancement est prévu pour 9h53 précisément, il a été un petit peu retardé. Mais c'est parfait parce que ça nous laissera le temps, un peu plus de temps pour la première partie de cette émission. Puisque avant ce lancement, on a un rendez-vous orbital pour s'intéresser au Soleil justement, essayer de mieux le connaître, de comprendre les enjeux qui l'entourent et ce qui nous reste à découvrir tout simplement sur notre étoile qui est si proche et si loin à la fois. Et pour faire ce petit voyage stellaire, nous serons bien accompagnés puisque ce matin, nous sommes accompagnés par le docteur Alan Sachamra. Bonjour Sacha. Bonjour Arthur. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin malgré cette heure matinale. J'ai cru comprendre que vous étiez en ce moment même en train de courir après le soleil, alors non pas en orbite mais dans le sud en train de vous reposer. Donc merci beaucoup de prendre le temps d'intervenir avec nous. Donc vous êtes directeur de recherche du département d'astrophysique du CEA Paris-Saclay et chef du laboratoire dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement. Autrement dit, je pense qu'on peut résumer ça en disant que le Soleil, vous en connaissez un petit rayon. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et de notre étoile, j'aimerais bien tout simplement que d'abord vous présentiez un petit peu ce sur quoi vous travaillez et pourquoi le Soleil vous intéresse en fait, vous et les scientifiques de manière générale. Oui, bonjour Arthur. Donc en fait, je suis en vacances relatives, on va dire, puisque la preuve, je suis avec vous ce matin. Écoutez, dans notre laboratoire, on s'intéresse à comprendre le fonctionnement du Soleil, parce que en fait, le Soleil est une grosse boule de gaz magnétisée, et que au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de comprendre les subtilités de ce fonctionnement magnétique. Et en particulier pourquoi le Soleil a un cycle de 11 ans et pourquoi il a des éjections de masse coronale, enfin tout ce dont on va discuter un peu plus tard. Donc pour cela, nous faisons plusieurs choses. Nous faisons des simulations numériques du Soleil. Donc on met le Soleil dans un ordinateur, un super ordinateur qui permet de mieux comprendre son fonctionnement. Donc là, ça correspond à regarder le déplacement des masses fluides à l'intérieur de notre étoile et de mieux comprendre leur interaction entre champ de vitesse, champ de température et champ magnétique. J'y reviendrai. On s'intéresse aussi à sonder le Soleil par des méthodes dites de sismologie solaire. Le Soleil vibre en moyenne avec une vibration de 5 minutes et ces ondes qui parcourent le Soleil peuvent nous apprendre sur sa constitution et sa structure, ce qui permet de mieux comprendre les modèles que nous construisons pour le comprendre. Et enfin, nous nous intéressons aussi à son atmosphère étendue, qui est le but principal de la sonde Parker Solar Probe, de comprendre ce qu'on appelle la couronne, cette chevelure étendue qu'on voit très bien lors des éclipses totales du Soleil. Oui, cette couronne qui pose un peu problème entre guillemets puisque
on y reviendra un peu plus tard, mais si je ne me trompe pas, à la surface du Soleil, on estime la température à environ 6000 degrés, ce qui peut sembler un petit peu chaud. Mais la couronne, donc c'est-à-dire en s'écartant un peu plus du Soleil, atteint plusieurs millions de degrés, ce qui est un petit peu contre-intuitif, puisque quand on s'éloigne généralement d'un radiateur ou d'un feu, ça tend à devenir un peu plus froid. Mais on y reviendra justement, c'est un des problèmes aujourd'hui qui nous intéresse. Peut-être que pour commencer, on peut faire un petit peu une fiche d'identité de notre étoile, parce que finalement on la voit tous les jours, on a l'impression de la voir de très près. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, ses caractéristiques principales, et puis comment est-ce qu'elle fonctionne entre guillemets, puisque c'est une étoile qui n'est pas fixe, qui n'est pas monotone, qui est très active. Qu'est-ce qu'on sait pour présenter notre Soleil? Alors, grâce à l'héliosismologie, justement, on a pu préciser les modèles, mais avec des équations de la physique standard, on peut expliquer déjà une grosse partie de la structure interne du Soleil. Alors, le Soleil, c'est une grosse boule de gaz chaud. Un gaz chaud, quand les électrons s'échappent des noyaux des atomes qui constituent, on parle de plasma. Donc le Soleil est fait de la quatrième état de la matière dans l'univers qu'on appelle le plasma, qui est en fait au niveau de l'univers la plus fréquente. Donc cette grosse boule de plasma, elle fait 300 000 fois la masse de la Terre. Elle est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ou la Terre est à 150 millions de kilomètres d'elle plutôt. Et on se retrouve elle fait donc 700 000 kilomètres de rayon. Elle a dans son centre, elle fait à peu près 150 fois la densité de l'eau pour une température atteignant aux alentours de 16 millions de degrés. Et au niveau de la surface, comme on le disait plus tôt, elle atteint aux alentours de 6000 degrés et une densité très faible qui est largement inférieure à celle de l'eau. Donc on voit que le Soleil est très stratifié en fait, il est très dense au centre, à peu près dans les 25% du rayon interne, ce qui correspond à peu près à l'endroit où il y a des réactions nucléaires. Le Soleil contient 50% de sa masse, donc on voit qu'il est très stratifié. Donc ici, généralement, moi j'aime bien présenter le Soleil, bon, il a plusieurs couches, mais disons qu'il y a deux couches principales. Il y a ce qu'on appelle la zone radiative à l'intérieur, qui constitue à peu près les 70% en rayon et 98% de sa masse, où là, c'est la lumière qui transporte la chaleur qui a été créée par les réactions nucléaires au sein du Soleil. Donc c'est au centre du Soleil ont lieu les réactions nucléaires, donc c'est des réactions avec de l'hydrogène, c'est ça? Voilà, on prend 4 noyaux. Alors, l'atome d'hydrogène étant l'élément chimique le plus abondant et le plus simple dans l'univers, il est assez naturel que les étoiles en soient constituées. Quand le gaz est chauffé, quand l'hydrogène, et comme tous les gaz échauffés, ça devient un ion, et comme il n'a qu'un seul électron, il se retrouve dénudé. Et cet atome d'hydrogène, quand il perd son électron, c'est simplement un proton qui reste. Parce que c'est tellement un élément simple, l'hydrogène, qu'il n'a qu'un proton avec un électron. Son noyau n'a même pas de neutrons. Par contre, l'atome d'hélium, qui est l'atome juste après l'hydrogène, lui, il devient tout de suite plus compliqué parce que son noyau a 2 protons et 2 neutrons. Donc on passe directement d'un atome d'hydrogène qui a un seul proton à l'atome d'hélium qui est juste après, qui est un atome avec 4 en tout grosses particules, 2 neutrons, 2 protons. Alors il y a bien sûr des particules intermédiaires, mais disons les particules stables, les atomes stables, c'est hydrogène et hélium. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet hélium? Il faut bien évidemment transformer les protons, prendre 4 protons et les transformer en atomes d'hélium, donc ça se fait par des réactions particulières, et du coup on a la conversion de ces 4 protons en atomes d'hélium, et par Einstein égale mc2, on récupère en fait un minimum d'énergie, et c'est lié aux réactions de fusion. Quand on prend des petits atomes et qu'on les met ensemble, on crée des plus gros atomes, ça s'appelle la fusion, et au jour d'aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement principal du Soleil, et ce qui lui donne une durée de vie d'à peu près 10 milliards d'années.
Et le Soleil aujourd'hui a 4,5 milliards d'années, on évalue à peu près, et donc on voit qu'il est à peu près au milieu de sa vie. D'accord. Donc, dans 5 milliards d'années, c'est tout simplement qu'il n'aura plus de carburant, en fait, si je résume, pour continuer à brûler. Alors, en fait, il aura effectivement converti, bon, comme je le disais, hein, 92% de l'univers est constitué d'hydrogène. C'est pas différent pour le Soleil, il est principalement fait d'hydrogène. Et toutes ces réactions nucléaires qui se passent au sein du Soleil en permanence, toutes les secondes, et c'est des quantités phénoménales hein, qui sont transformées. On parle de 600 millions de tonnes par seconde. Donc, quand on transforme cette quantité d'hydrogène en hélium, ben, petit à petit, le cœur s'enrichit d'hélium. Et l'hélium ne brûle pas à la même température que l'hydrogène. L'hydrogène, comme on l'a dit, commence à brûler aux alentours de 15-16 millions de degrés par des effets quantiques subtils, mais en pratique, l'hélium, lui, ne brûle qu'aux alentours de 100 millions de degrés. Et donc l'intérieur, la température, la densité interne du Soleil n'est pas suffisante pour pouvoir brûler l'hélium. Et donc petit à petit, quand l'hydrogène est remplacé par l'hélium lors de la première réaction, le cœur s'enrichit d'hélium, il devient purement fait d'hélium, et donc le Soleil ne peut plus brûler cet hélium, il brûle que l'hydrogène légèrement en couche, et donc du coup, à un moment, on se retrouve dans un système où effectivement, on n'a plus de fuel, en tout cas, à cette température. Et donc, il faut que le Soleil contracte son cœur et expande son atmosphère par un phénomène de réaction thermodynamique. Et donc, du coup, par la concentration du cœur, on peut arriver à atteindre les 100 millions de degrés pour commencer à brûler l'hélium. Alors, ça, c'est le cas du Soleil. Le Soleil arrive à faire ça, il arrive à brûler l'hélium. Et bien sûr, il se passe le même phénomène qu'avec l'hydrogène. À force de brûler l'hélium et de le transformer en carbone, dans ce cas particulier, le cœur s'enrichit en carbone. Et à un moment, il va se passer un moment où le cœur nucléaire du Soleil aura une couche d'hydrogène, un cœur d'hélium inerte, parce qu'il ne sera pas capable, une couche d'hélium, excusez-moi, et puis un cœur inerte de carbone. Et le Soleil n'est pas capable d'aller atteindre les températures du brûlage du carbone qui doit se faire aux alentours d'1 milliard de degrés. Et donc, du coup, le Soleil s'arrête là, ce qui n'est pas le cas des étoiles plus massives que le Soleil. D'accord. Du coup, quand tout ça sera terminé et que le Soleil ne sera plus en mesure de brûler le carbone, notre Soleil deviendra ce qu'on appelle une naine blanche, c'est ça? Oui, une naine blanche, c'est principalement un objet de la taille de la Terre, composé d'un gros cristal de carbone avec un peu d'oxygène et d'azote. Et donc, c'est un système, je dis souvent en plaisantant, plutôt que d'aller chercher la Lune à votre femme, allez lui chercher une étoile au neutron, ça sera le diamant. Un énorme cœur de diamant. Un énorme cœur de diamant dans l'univers, donc Bon, il n'y a mieux qu'une Lune. Il va falloir attendre un petit peu malheureusement pour aller chercher tous ces diamants. Ou heureusement pour nous. Oui, heureusement aussi, on a quelques milliards d'années à vivre encore. Mais donc du coup, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, donc on a dans ce cœur, là qu'on voit à l'image, c'est cette partie rouge, ces réactions nucléaires qui dégagent une énergie considérable, et donc vous nous parliez de la zone radiative qui est une autre partie interne du Soleil. Oui, alors, souvent sur Internet, dans certains graphiques, les gens aiment bien les distinguer, mais il faut bien comprendre que le transport de chaleur au sein du cœur nucléaire, c'est le rayonnement, comme ce l'est au-delà du cœur jusqu'à 70%. Et donc, d'une façon formelle, moi, je n'aime pas trop distinguer le cœur nucléaire de la zone radiative. Il en fait partie. C'est juste que les conditions thermodynamiques font que les réactions nucléaires peuvent se déclencher, qu'il y a une génération de chaleur interne. Mais d'un point de vue des processus physiques qui transportent l'énergie, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de raison de les distinguer. Voilà, ils s'incluent l'un dans l'autre. Par contre, la zone de convection, elle, qui est dans les 30% les plus externes et qui constitue que 2% de la masse, eh ben, c'est un processus de transport de l'énergie différent. C'est les mouvements macroscopiques de la matière. C'est comme le frémissement dans une casserole d'eau. Il y a des courants ascendants et descendants. Et ça, par contre, c'est un autre mode de transport de l'énergie. Et c'est pour ça que là, il est plus naturel de les distinguer. Les zones radiatives, les zones convectives. Donc on a effectivement ces deux zones qui transmettent l'énergie du cœur vers la surface de manière différente. Est-ce qu'on arrive à estimer le temps qu'il faut à l'énergie émise par le cœur à rejoindre la surface ?
Ouais, il y a beaucoup de calculs différents. Les chiffres sont pas très précis aujourd'hui. Généralement, on donne l'ordre de grandeur, c'est 1 million d'années. Ça peut être un peu plus, mais c'est l'ordre de grandeur, on va dire. D'accord. Oui, donc l'énergie et la lumière qui nous arrive chez nous sur Terre, elle n'a pas été émise juste avant par le Soleil, elle remonte à quelques années, quelques millions d'années plus tôt. Et du coup, À la surface, disons que les photons qui partent de la surface, ils viennent bien de la surface oui, il y a 8 minutes. Hein, mais effectivement, le transfert de la chaleur depuis le cœur nucléaire jusqu'à la surface met un certain temps, ce qui ferait que si jamais il se passait quelque chose dans le cœur nucléaire, on le connaîtrait peut-être pas instantanément. d'accord. Et donc du coup, cette remontée depuis le cœur du Soleil va nous amener cette fois au cœur de notre sujet, la couronne solaire qui est un petit peu au centre de toutes les attentions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la couronne et de l'atmosphère, si je puis dire, qui y règne? Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que le Soleil est une étoile on dit bon, de faible masse, mais qui a la propriété, comme ses consoeurs, d'avoir une zone de convection à la surface. Cette zone de convection permet en permanence, par un processus physique qu'on appelle la dynamo, de générer du champ magnétique. Ce principe de la dynamo, c'est comme tous ceux qui ont eu des vieux vélos avec des dynamos sur le vélo, où on met quelque chose sur la roue à l'avant pour créer de l'électricité. Le principe de la dynamo, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie magnétique et électrique. Donc c'est ce qui se passe dans le Soleil en permanence dans sa zone de convection. Donc on disait qu'il fait les 30% les plus externes. Il y a de la turbulence, il y a des mouvements dans plein d'échelles différentes. Et cette turbulence magnétique crée un courant électrique en permanence qui, lui, est alternatif, c'est-à-dire qu'il oscille. On y reviendra. C'est le fameux cycle de 11 ans. Et donc, ce magnétisme, cette convection de surface a tendance à injecter de l'énergie dans l'environnement du Soleil. Il y a des ondes qui sont émises, là pas de lumière, mais des ondes physiques qui se répartissent autour de la surface du Soleil et qui en fait déposent une partie de cette énergie que leur a conféré la convection et les processus dynamo. Et donc du coup, ça finit par chauffer cette atmosphère. Et cette atmosphère se retrouve à être très chaude. Et donc, effectivement, dans le cas du Soleil, il y a une inversion du profil de température. On part de 15-16 millions de degrés à la surface. On arrive aux alentours au centre, excusez-moi, 15-16 millions de degrés au centre. On arrive à peu près à 2 millions de degrés à la base de la zone de convection, à peu près à 200 000 km de profondeur. Et puis, à la surface, on n'est plus qu'à 6 000. Et là, il y a encore une toute petite chute jusqu'à peu près un minimum qui est à 4000 degrés. Et d'un coup, ça remonte très abruptement dans une région de transition très fine et pour atteindre des millions de degrés. Et justement, la sonde Parker-Solar Probe dont on va discuter, une des choses, elle va pouvoir permettre d'étudier cette zone de transition très rapide et la source d'origine de la couronne, quoi. Alors la couronne, on la voit très bien, ceux qui étaient nés, parce que ça commence à remonter quand même en 1999, donc il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui étaient nés, si votre public est jeune, il y a eu une éclipse totale du Soleil en France, dans le nord de la France. Donc pour ceux qui ont eu la chance de la voir, ils voient de quoi je parle. Pour ceux qui ont moins eu cette chance, il y avait une éclipse totale du Soleil l'année dernière aux États-Unis, donc ils n'ont peut-être plus cette chance d'y aller. Moi, je sais que j'y suis allé et j'ai fait découvrir ça à mes étudiants en thèse qui étudient justement la couronne pour qu'ils la voient de visu. Je pense que c'est toujours très important de ne pas voir la couronne solaire qu'à travers des images prises par des satellites, mais aussi de ses yeux vus, puisqu'on a la chance de connaître ce phénomène sur Terre, de pouvoir l'observer. Et du coup, et pour que ceux que ça intéresserait d'aller voir une éclipse totale du Soleil, je précise que l'année prochaine, en 2019, il y en aura une en Amérique du Sud, en été. Et donc, ça peut être une belle destination de vacances d'aller soit au Chili, soit en Argentine. On note dans nos agendas pour nos prochaines vacances.
Voilà. Donc, alors du coup, bon, l'éclipse totale du Soleil, c'est quoi? C'est simplement le phénomène que la Lune vient masquer le Soleil. Et on a une chance assez rare, c'est que notre satellite naturel, la Lune, sa taille et sa distance donnent en apparence sur la voûte céleste la même taille que le Soleil, qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus loin. Donc ça le Donc cache c'est complètement. voilà, ça le cache complètement. Et donc, du coup, on voit cette atmosphère étendue. Cette atmosphère étendue de plusieurs millions de degrés, comme on le disait, est structurée par le magnétisme. Donc là, on voit certaines images. Donc je pense que là, on est en train de voir des images de SDO, Exactement. qui est le satellite de la NASA qui a été, auquel l'Europe a contribué et qui permet de voir la haute atmosphère du Soleil. Et donc, à certaines températures, là, peut-être 1 million de degrés à peu près. Et donc, on voit qu'il y a des structures brillantes. Et ces structures brillantes, c'est ce qu'on appelle des régions actives. Elles sont liées au magnétisme du Soleil. Et elle structure la haute atmosphère du Soleil, elle lui donne une forme très particulière. À l'endroit où il n'y a pas de boucle magnétique, où lignes de champ magnétique sont ouvertes vers l'infini, eh ben, la couronne peut se développer et être très dynamique. Et à l'endroit où les boucles magnétiques, il y a des arcades magnétiques, de plasma, ben là, les particules ont tendance à être plutôt piégées. D'accord. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que la couronne est en permanence modifié et on va dire, en anglais on dirait shape, mais ça veut, en français on va dire mise en forme par ce magnétisme interne du Soleil qui est modulé par un cycle de 11 ans et qui fait que la couronne et donc son extension qui est le vent solaire, j'y reviendrai, sont modulés aussi sur un cycle de 11 ans. Donc, justement, cette couronne solaire, tout à l'heure vous parliez de l'éclipse. L'éclipse permet justement d'occulter la lumière principale du Soleil, de ne voir que cette chevelure, un petit peu, ces filaments qui semblent partir du Soleil et qu'on peut voir là aux images. Alors ce sont des vraies images mais prises depuis des télescopes. Mais du coup, l'éclipse permet de ne laisser voir que voilà, ces cheveux qui sont la couronne solaire. Ben oui, parce que quand on parlait de la structure du Soleil, on parlait donc zone radiative, zone convective, enveloppe convective. Et ben, à la surface de l'enveloppe convective, il y a ce qu'on appelle la photosphère, qui porte bien son nom, hein, la sphère de photons, qui est donc la lumière qui nous arrive, parce qu'avant la lumière est piégée à l'intérieur du Soleil, c'est juste à la photosphère qu'elle est enfin libre de s'échapper et partir loin, quoi, et non plus de mettre des millions d'années pour parcourir 700 000 km, hein, parce que normalement, à la vitesse de la lumière, elle mettrait que un peu plus de 2 secondes à le faire normalement si elle allait en ligne droite. Hein. C'est bien parce qu'il y a une interaction lumière-matière qui fait qu'elle vacille lentement. Alors on arrive à la photosphère. La photosphère, il y a donc cette chromosphère qui est cette petite couche intermédiaire aux alentours de 10 000 degrés et qui arrive après la couronne. Et donc effectivement, photosphère, chromosphère comme on le voit bien, et puis après la couronne. Alors la couronne, effectivement, elle n'est pas visible parce qu'elle est 1 million de fois moins lumineuse que la photosphère. Et donc, effectivement, soit on masque la surface avec un disque artificiel, c'est ce qu'a inventé l'astrophysicien Bernard Liot avec le coronographe et qui est utilisé toujours actuellement et comme technologie, soit là, dans le cas de la Terre, on a la chance d'avoir un satellite naturel qui le fait pour nous et donc du coup, on a la possibilité de voir cette chevelure étendue qui est donc cette atmosphère très chaude étendue mais très diffuse et beaucoup moins dense que la surface et beaucoup moins lumineuse. Et donc justement là effectivement ces images qu'on peut voir, donc vous le disiez, la couronne est à environ 1 million de fois moins lumineuse que la lumière émise par le Soleil lui-même. Ce qui permet là de bien voir cette chevelure, c'est que les images sont réalisées non pas dans le visible mais dans d'autres longueurs d'onde et généralement de l'ultraviolet. Exactement. Du coup, peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qu'on arrive à voir maintenant avec ces ultraviolets. On se rend compte déjà que le Soleil n'est pas une boule uniforme d'une seule couleur. On voit beaucoup d'aspérité, de changement de couleur, et puis on voit des sortes d'éruptions, d'arcs qui se forment autour du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Voilà. Alors,
Le Soleil est donc un gaz, un plasma autogravitant, turbulent pour les 30% les plus extérieurs de sa surface, de son volume, on va dire. Et donc là, effectivement, il se passe des phénomènes qui sont régulés par un cycle. Alors ce cycle de 11 ans fait apparaître ce qu'on appelle des régions actives à la surface du Soleil. Donc là, les images que vous montrez, c'est une période où le Soleil est actif. Donc ça devait être certainement là, comme on est plutôt dans la partie descendante de cycle depuis à peu près octobre 2014, il y a de moins en moins de ces taches à la surface du Soleil. Je vais vous montrer j'en profite simplement pour vous montrer des images du Soleil tel qu'il était ces 2 derniers jours, si j'arrive à l'afficher. Comme ça illustrera vos propos. Voilà. Donc ça, c'est le Soleil tel qu'il est depuis sur ces 2 derniers jours. Donc on voit qu'effectivement il y a une région active actuellement qui fait face à la Terre, puisqu'on l'observe et qu'elle vient vers nous, et on voit ces structures noires qu'on appelle les trous coronaux. Alors dans ces structures noires, on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de taches de régions actives comme dans les images précédentes, parce que le Soleil est en train de se calmer, il est en train de revenir au minimum de son activité magnétique. Alors, quoi qu'il en soit, malgré la phase dans laquelle il y a encore quand même des structures magnétiques qui apparaissent et qui, on appelle ça, émergent à la surface. Alors ces structures magnétiques, qui sont créées par processus dynamo à l'intérieur, vont donc être à la surface, et comme la surface elle est convective, ces structures magnétiques vont être en permanence chahutées. Ce qui fait que certaines peuvent devenir instables et érupter. Ça fait partie des choses qu'on essaie de comprendre, qui n'est pas facile. On peut imaginer, on a des structures de gaz, comme ça. Faut arriver à expliquer physiquement, faire un modèle dynamique. On voit bien que c'est très dépendant du temps. Donc des modèles statiques qui ne feraient rien évoluer ne sont pas possibles. On peut partir avec ça, créer une arcade magnétique remplie de plasma, mais les forces en présence vont faire que ça va évoluer. Et donc parfois, si on bouge les pieds de ces lignes de champ magnétique par la turbulence de surface, ça peut déclencher des éruptions, parce que ça va faire que les lignes de champ magnétique vont se pincer, et en se pinçant, elles vont relâcher ce qu'on appelle un plasmoïde, c'est-à-dire un nuage de matière et de plasma qui va pouvoir s'échapper. Ces éruptions, elles relâchent des quantités d'énergie phénoménales à des vitesses assez incroyables, il me semble. Alors, en termes de masse, c'est en moyenne entre 10 puissance 15 et 10 puissance 16 grammes par éjection de masse coronale, et ça peut atteindre, en moyenne, ça va à peu près à 1500 km par seconde, mais on a vu déjà des enregistrements de nuages magnétiques atteignant jusqu'à 5000 km par seconde. D'accord. Et donc du coup... Donc par quand à peu près une seconde, c'est pas mal, quoi. Oui, effectivement, ça faciliterait les trajets. Et justement, ça nous permet d'en arriver à ce dont il est question aujourd'hui, la Parker Solar Probe. Qu'est-ce que cette sonde qu'on envoie aujourd'hui et qui va aller à la proximité de la couronne, à environ 5 millions de kilomètres par moment, qu'est-ce qu'elle va chercher à étudier et qu'est-ce qu'elle devrait nous permettre de découvrir ? Alors, la chose importante à comprendre, c'est que cette couronne dont on vient de parler et qui peut avoir des éjections de matière qui se passent, comme là on vient de le voir dans ce film très bien, avec les boucles post-coronales, post-éruption qui se forment perpendiculairement. Donc ça serait pas mal de revoir ce film de nouveau si on peut, parce qu'il est vraiment très parlant. Voilà. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où en fait ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'atmosphère étendue, la couronne du Soleil ne peut pas être statique. Elle est en fait en mouvement continu. Et avant même de parler des éruptions, il est important de comprendre que la structure, la couronne du Soleil, elle est en mouvement, en expansion en permanence. Excusez-moi. Et donc, cette expansion à très grande distance et à très grande vitesse, qu'on appelle le vent solaire, fait que la Terre baigne dans ce vent en permanence. Et donc, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, la planète Terre
orbite autour du Soleil, mais aussi est baigné dans le vent de particules que le Soleil envoie en permanence. Ce vent solaire est parfois parcouru par des tempêtes, c'est ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire ces régions actives à la surface qui se déstabilisent et qu'envoient les nuages magnétiques. Donc il faut bien comprendre que dans le système solaire, entre le Soleil et la Terre, il y a un vent permanent de particules. On est dans l'atmosphère dynamique et étendue du Soleil, magnétique et dynamique étendue du Soleil qu'on appelle le vent solaire. Et ce vent, en plus, il est supersonique. C'est-à-dire qu'il va très très vite, il s'accélère, il part de la surface, il n'est pas supersonique, il va moins vite que la vitesse du son, mais à un moment il devient supersonique, il dépasse la vitesse du son. Et donc la Terre se retrouve avec un vent de matière qui vient en permanence, le vent solaire est à peu près en moyenne à 400 km par seconde. Mais en faisant des études précises de ce vent solaire, on s'est rendu compte qu'en fait il avait deux composantes, il avait une composante de vent dite lente et une composante de vent dite rapide. Et donc, ça varie entre 400 km par seconde et 800 km par seconde, donc entre aux alentours 3-4 jours pour atteindre la Terre et un peu moins aux alentours de 2 jours pour le faire pour le plus rapide. Et donc, ce vent lent et ce vent rapide ont des origines différentes a priori. Et Parker Solar Probe, en s'approchant si proche du Soleil et la zone d'accélération du vent, va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une partie est rapide et qu'est-ce qui fait qu'une partie est lente. Alors la partie rapide, on pense la comprendre assez bien. On pense que c'est toutes les zones ouvertes du Soleil, toutes ces zones sombres qu'on voyait là, quand vous avez montré le Soleil en période actuelle, là, si vous pouviez montrer ce film, à ce moment-là, on voit très bien ce qu'on appelle les trous coronaux. Voilà, vous voyez qu'au pôle nord, c'est très sombre noir, et il y a une espèce de langue noire qui descend juste à côté de la région active, qui est cet embryoncement au milieu du disque. Là, on le voit très bien, le trou coronal apparaître. Ça fait un peu comme une botte italienne, presque, vous voyez. Et donc, là, dans ces zones-là, quand on voit dans ces lumières UV, quand on voit ces zones sombres, on sait que ça, c'est les lignes de champ magnétique du Soleil sont certainement ouvertes vers l'infini, et le vent rapide s'échappe certainement de ces zones-là. Le magnétisme solaire n'empêche pas en fait l'énergie de s'échapper vers l'infini. Les particules de s'échapper vers l'infini parce qu'elles sont elles-mêmes connectées vers l'infini. Par contre, effectivement, aux alentours de la zone brillante qu'on voit à peu près au milieu de l'équateur, là, qui forme un peu comme une sorte de presque un rectangle blanc, là, un petit peu courbé, ça, c'est effectivement des zones où il y a des régions actives, il y a des structures magnétiques qui ont émergé, donc ce qu'on appelle des taches solaires à la surface du Soleil par le processus dynamo. Et là, par contre, les boucles magnétiques, comme on peut l'apercevoir un petit peu, elles sont fermées, elles se recoupent sur la surface. Et donc, comme elles partent de la surface, qu'elles restent dans la surface, les particules sont piégées. Et donc, on pense que le vent lent part à côté de ces structures plus fermées, et le processus exact d'accélération du vent lent, pourquoi il est beaucoup plus lent, ça reste à être compris, tout comme d'une manière générale le processus d'accélération du vent et d'expansion de la couronne. Et donc Parker Solar Probe, en venant si proche du Soleil, va nous permettre d'avoir des mesures et des enregistrements de la dynamique d'accélération du vent solaire très précises. Parce qu'il y a une zone dont on n'a pas parlé, qui est ce qu'on appelle la surface d'Alven. Et la surface d'Alven, du physicien Alven qui a eu le prix Nobel, c'est une surface imaginaire, bien sûr, qui englobe notre Soleil et qui est la zone où le vent devient très rapide. Et donc, si on est en dessous de cette zone, les propriétés d'accélération sont encore présentes et très intéressantes à étudier, et on pense que la sonde d'Alven, la Parker Solar Probe, en venant si proche du Soleil, va pouvoir passer à travers cette surface d'Alven imaginaire, mais nous, on la détectera avec les mesures physiques et on sera capable de se rendre compte qu'on est ou pas à l'intérieur de cette zone, et ce serait fantastique d'être à l'intérieur de cette zone parce que, déjà, ça nous permettrait de savoir exactement sa position, de connaître sa dynamique, est-ce qu'elle change très rapidement, quelle est son épaisseur, etc., etc. Et donc, du coup, être capable de mettre une sonde comme Parker Solar Probe à l'intérieur de la zone d'Alven, c'est une chose très importante pour comprendre le vent solaire.
tout à fait. De dire tout ça, micro coupé. Excusez-moi. Donc oui, effectivement, la lumière qui nous vient du soleil est produite, est créée 8 minutes avant d'arriver à nos yeux, mais l'énergie à la surface du soleil, elle a été créée plusieurs millions d'années plus tôt au cœur du soleil, et il lui a fallu donc tout ce temps pour traverser les couches radiatives, convectives, avant d'arriver à la surface. Du coup, donc on parlait de ce vent solaire dans lequel baigne la Terre. Concrètement, pour nous sur Terre, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a des conséquences au quotidien pour nous? Et surtout, est-ce que ça peut avoir des influences, ça peut poser problème, tout simplement? Alors, effectivement, le, la Terre étant baignée dans ce vent et dans les tempêtes solaires en permanence, alors les tempêtes solaires, elles sont localisées, alors que le vent solaire, lui, il est distribué sur toute la surface du Soleil. Oui, les tempêtes, ce sont ces éjections et qui du coup partent dans une direction, et donc toutes les tempêtes ne nous atteignent pas, contrairement au vent qui est cette émission constante et continue, voilà. Alors pas constante, mais continue. Oui, continue. Voilà, hein. Donc elle est continue, mais elle est variable, et c'est ça qu'il cherche à comprendre Parker Solar-Probe, c'est comment varie le vent solaire en longitude et latitude autour du Soleil. Alors bien sûr, dans le cas de Parker Solar-Probe, elle va rester dans le plan de l'écliptique, la sonde. Mais comme nous en parlerons peut-être un peu après, l'ESA va aussi envoyer une sonde qu'on appelle Solar Orbiter, et le Solar Orbiter va sortir du plan de l'écliptique. Donc on pourra voir aussi le vent solaire à d'autres points que dans le plan Terre-Soleil. Et donc là, comme on le voit bien sur les films que vous montrez en ce moment, on voit bien que les structures magnétiques, elles sont localisées. Donc si elles émettent, si elles se déstabilisent et qu'elles envoient un nuage ou qu'elles font une éruption, celle-ci va partir dans une direction bien donnée. Et elle va partir radialement vers l'extérieur. Et donc ça ne va pas être systématiquement le cas que ce nuage magnétique qui vient de cette éruption solaire aille impacter la Terre. Peut-être qu'elle impactera d'autres planètes du système solaire, mais pas la Terre forcément. Par contre, effectivement, si elle impacte la Terre, alors là, c'est beaucoup plus important pour notre société technologique, et c'est ce qu'on appelle la météorologie spatiale, de l'espace. Météorologie de l'espace, il y a deux termes. Bon, disons que on parle météorologie de l'espace, c'est-à-dire c'est comment on a les conditions de vent solaire et d'éruption et de tempête, un peu comme si vous partiez en mer et que vous vouliez savoir quelles sont les conditions de vent, est-ce qu'il va y avoir un orage ou une tempête sur la mer, donc c'est important. Bon, ben, il se passe la même chose, sauf que c'est dans l'espace, que c'est à 3 dimensions et que c'est magnétique, donc voilà, c'est toute la subtilité, la différence, mais en même temps, on comprend bien. Et donc, il y a effectivement un état de ce qu'on appelle l'héliosphère, donc de ce plasma en expansion qui part de la couronne du Soleil, et la Terre, elle est baignée dans cet environnement spatial. Et donc cet environnement spatial, il est changeant, comme on l'expliquait. Parfois, il y a un vent permanent qui est pas trop intense, parfois il y a un vent plus rapide qui est plus intense, et parfois il y a carrément des tempêtes. Et donc du coup, ça va avoir un impact sur la planète Terre. Alors la planète Terre, on a de la chance, elle aussi a un processus dynamo dans son cœur. Il faut savoir que la Terre a un cœur de fer, et que ce cœur de fer est constitué d'à peu près 3000 km, est constitué de 2 parties, une graine de fer solide et une graine de fer liquide. Cette graine de fer liquide génère elle aussi un champ magnétique, et donc ce champ magnétique crée un cocon magnétique autour de la Terre qu'on appelle la magnétosphère. Et donc, quand le Soleil nous envoie des jets de particules, comme celle-ci, comme on l'a dit au tout début, c'est des plasmas, c'est des noyaux d'atomes qui ont perdu leurs électrons, ils sont donc chargés, et donc ce bouclier magnétique de la Terre qu'on appelle la magnétosphère permet de dévier les particules chargées. Alors, ça nous protège. Pas tous les neutres, par contre les neutres, eux, peuvent passer, mais disons déjà une grosse partie de tout ce qui est ionisé est écranté en partie. Et donc du coup, ce bouclier magnétique qu'on appelle la magnétosphère nous protège
en temps général du vent solaire sans trop de difficultés. Par contre, quand il y a des tempêtes, selon l'intensité de la tempête et si elle nous arrive dessus, c'est ce qu'on appelle géoeffective, si la tempête, l'éjection de masse coronale est géoeffective, c'est-à-dire qu'elle va impacter la Terre parce qu'elle coupe sa trajectoire dans le système solaire, alors à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être les plus belles, les aurores boréales qu'on voit aux hautes latitudes, pôle Nord, pôle Sud, des conséquences beaucoup moins drôles comme au Québec en 1989 ou plus récemment en 2003 en Suède ou encore plus récemment en 2015-2016 où il y a eu des radars d'aéroports qui ont dû être interrompus et le service aérien interrompu pendant plusieurs heures. Donc, oui, Sachant ne vous entend plus, est-ce que... Oui, c'est bon. c'est un peu le cas. Oui, c'est un peu, ouais, elle est un peu interrompue la connexion. Est-ce que ça va mieux là maintenant? C'est parfait, on vous entend parfaitement. Bon, désolé. Donc oui, alors je voudrais d'abord, bon, parce qu'il va y avoir pas mal d'auditeurs français là, je voudrais quand même leur dire que la France par rapport au Canada a quand même un positionnement géographique et une basse latitude et aussi un sol qui ont des propriétés qui font que c'est pas le pays le plus à risque. Par exemple, l'Angleterre l'est beaucoup plus, déjà en latitude plus élevée sur la Terre, et en plus, elle a un sol qui est beaucoup plus conducteur et moins propice à éviter ce genre de phénomène. Mais pour revenir au Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle des courants géomagnétiquement induits, des GICS, G-I-C-S. Alors le GICS, Geomagnetically Induced Currents, c'est des courants qui se retrouvent créés dans les lignes électriques qui peuvent, parce qu'en fait le courant, si vous voulez, quand il y a cette tempête qui arrive sur la Terre, elle va bien sûr secouer la magnétosphère. Et donc ce cocon magnétique. Et comme ceux qui ont fait un peu de physique le savent, quand un champ magnétique varie dans le temps, il induit des courants. Et le fait que l'impact du nuage magnétique sur la magnétosphère de la Terre fait bouger les lignes de courant en particulier celles qui sont près des pôles, donc on comprend pourquoi le Canada est concerné, elles ont bougé ces lignes de courant du champ magnétique terrestre. Et en bougeant, elles ont induit un courant. Et en bougeant, en induisant un courant, ce courant, il a préféré se balader dans les lignes de réseau électrique parce que la résistance était inférieure du milieu aux alentours. Et donc, du coup, ils sont allés se propager dans les lignes de courant électrique et les transformateurs, ils n'étaient pas prévus pour ça. Et donc, les transformateurs se sont retrouvés en surtension et donc, ils sont claqués. Et donc, comme il y a eu un phénomène de chute en série, ça a fini par faire disjoncter, en gros, pour dire simplement, enfin griller tous les gros transformateurs, parce qu'il faut savoir que l'électricité elle est transportée à très haute tension et faible ampérage pour des histoires d'éviter la perte d'énergie par effet Joule. Et donc, il y a des transformateurs qui permettent de faire passer des lignes à très haute tension, 400 000 volts, à le voltage qu'on a dans nos maisons, à 220. Et donc, ces armoires électriques qui permettent de faire la transformation de courant, elles sont très importantes pour que le courant, pour réguler le courant et le faire circuler. Donc, si elles sont déstabilisées par un surge, par d'un coup un sursaut d'électricité qui n'avait pas été anticipé, elles peuvent griller. C'est ce qui s'est passé au Canada. La technologie n'avait pas été blindée contre ces phénomènes-là. Et donc, du coup, ils ont fait une perte en série et ils se sont retrouvés avec pas d'électricité, un blackout général qui est sur toute la région de Québec et un peu le nord de New York. Et donc, ça faisait quand même une grosse population qui était impactée. Oui, effectivement. Du coup, le temps file vite, donc
on ne voit pas passer le temps. Simplement, quand même, avant d'envisager la fin de notre discussion, on va peut-être pouvoir prendre un petit peu de recul, de hauteur. Et déjà, je voudrais vous demander, est-ce que cette étude de notre Soleil, qui est donc une étoile, cette étude rapprochée, est-ce qu'elle va aussi nous permettre tout simplement d'en apprendre plus sur les étoiles en général, sur sur les 100 milliards d'étoiles de notre galaxie? Alors, la connexion, le Soleil a une place très privilégiée dans l'univers. C'est un peu la pierre de Rosette, c'est un laboratoire de physique moderne. Et notre proximité fait que ce Soleil peut être un bon moyen de tester des théories et des modèles numériques. Donc, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. Et parfois, il est important d'essayer de comprendre est-ce que le cycle de 11 ans est relié d'une manière ou d'une autre à la masse du Soleil et à, par exemple, l'épaisseur de sa zone convective, on a dit que faisait à peu près 30% de sa taille, ou à son taux de rotation. On n'a pas dit, mais le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours. D'accord ? Donc, comme on voit qu'il y a des échelles de temps complètement différentes, des milliards d'années pour son évolution nucléaire, 28 jours pour sa rotation, 11 ans pour son cycle magnétique par effet dynamo, d'où viennent ces échelles? La nucléaire, on la comprend, comme on l'a dit au début, c'est la force de consumer son hydrogène, mais la rotation du Soleil, pourquoi le Soleil tourne aujourd'hui en 28 jours? Bon, ben ça, et en plus on l'a pas dit, mais le Soleil a une rotation différentielle, donc il tourne en 25 jours à l'équateur, mais en 34 jours au pôle. Donc et il ne tourne même pas à la même vitesse à l'intérieur non plus. Donc voilà. Donc pourquoi ces différentes vitesses? Pourquoi ce profil de rotation interne? Et c'est ce genre de choses qu'on essaie de comprendre dans notre laboratoire, et d'une manière générale, il est important du coup de se dire mais qu'est-ce que serait un Soleil jeune? Comment tournerait un Soleil jeune? Parce qu'on sait que par exemple les étoiles jeunes a priori tournent plus vite que le Soleil. On sait que les étoiles en vieillissant tournent moins vite et sont moins actives magnétiquement. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand le Soleil est plus jeune? Qu'est-ce qui se passe quand le Soleil est plus vieux? Qu'est-ce qui se passe quand le Soleil est moins métallique, c'est-à-dire moins riche en éléments métalliques au-delà de l'hydrogène et de l'hélium? Qu'est-ce qui se passe quand il est plus riche en éléments comme le carbone, l'azote, mais aussi le plomb, l'or, tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand sa métallicité change? Et qu'est-ce qui se passe s'il fait 90% de la masse du Soleil ou 110% de la masse du Soleil? Donc tout ça, c'est mettre le Soleil dans un contexte de physique stellaire. Et donc du coup, Sparker Solar Probe, en permettant de comprendre l'injection d'énergie de la surface vers la couronne, et en permettant de mieux comprendre comment une étoile avec une surface convective permet de chauffer son environnement et de propulser son vent, et donc sa perte de masse, et bien en fait, on s'aperçoit, et ça revient à cette zone d'Alven, on s'aperçoit qu'en fait la couronne solaire, elle tourne à peu près de façon rigide jusqu'à cette surface d'Alven qui est aux alentours d'à peu près de 10 rayons solaires. Et donc, à l'intérieur de ces 10 rayons solaires, la couronne du Soleil tourne à peu près à la même vitesse que la surface, mais au-delà, les lignes de champ magnétique commencent à partir en recul et le champ de vitesse aussi. Et donc, cette spirale qui se crée, qui s'appelle aussi Parker, la spirale de Parker, d'où le nom du satellite, parce Eugene Parker a fait beaucoup de travaux sur le Soleil pour expliquer justement la structure du vent et la structure en spirale du magnétisme solaire, puisque le Soleil tourne, les lignes de champ magnétique s'enroulent, plus on s'éloigne du Soleil, et donc de comprendre cette structure pour le Soleil et d'essayer de comprendre comment celle-ci est constituée pour les autres étoiles est important parce que à travers ce vent solaire, c'est la façon dont les étoiles freinent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au cours du temps, et ça c'est un chercheur français, Avery Schatzman, qui l'a proposé, un des pères de l'astrophysique en France, il a montré qu'effectivement on pouvait avoir de la perte de moment cinétique, de la perte de quantité de rotation, si vous voulez, par le vent solaire. Et donc du coup, on commence à comprendre comment le Soleil a ralenti et est arrivé aux 28 jours en partant de peut-être des rotations de quelques jours quand il était plus jeune. Et ça, c'est grâce au vent aussi. Donc le vent, non seulement il y a un aspect dynamique des plasmas, chauffage, accélération, mais il y a aussi une compréhension dans le long terme de l'évolution du Soleil, qu'on appelle l'évolution séculaire, donc sur les milliards d'années, qui est liée à la perte de rotation, de moments cinétiques,
par le vent solaire. Et donc, quand on arrive à mieux caractériser le vent solaire, comment relier la perte de masse et la perte de moment cinétique au magnétisme et à l'état magnétique du Soleil, et ben on est capable après de le généraliser à d'autres étoiles. Et on peut du coup aller observer le magnétisme de notre étoile, alors bien sûr pas avec le même détail, mais on fait quand même des vrais progrès avec des technologies très innovantes d'observation du magnétisme des étoiles, et on peut s'intéresser à la perte de masse de ces étoiles et à leur vent aussi, et donc à leur histoire rotationnelle, et comment les étoiles évoluent en termes d'intensité de leur magnétisme et en termes de leur taux de rotation au cours des âges, au cours des millions et des milliards d'années. D'accord, donc effectivement, ça s'inscrit dans un contexte cosmique plus large. Avant de finir, est-ce que on pourrait juste mettre ça aussi dans un contexte plus historique, scientifiquement parlant, puisque ça peut peut-être un petit peu étonner de se dire que le Soleil, qui est quand même l'astre, l'étoile la plus proche de nous, qu'on voit tous les jours, que nos ancêtres ont peut-être vu en premier dans le ciel, de se dire que bah, finalement on ne sait pas encore tout, voire il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Comment est-ce, enfin plutôt quand est-ce qu'on a commencé à vraiment faire des progrès dans notre compréhension du Soleil et grâce à quoi et surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu bah, ce qui nous attendra après Parker Solar Probe, notamment avec une sonde européenne qui devrait partir d'ici 2 ans? Oui, alors pourquoi on ne comprend pas tout du Soleil? Ben parce que comme je viens de le dire, pourquoi le Soleil tourne en 28 jours? Pourquoi il y a une rotation différentielle, donc plus rapide à l'équateur qu'au pôle, et puis après, d'un coup, cette rotation devient une rotation en bloc de 28 jours? Pourquoi il y a ce profil de rotation? Pourquoi il y a un cycle de 11 ans? Pourquoi il y a une couronne chaude? Tout ça, si vous voulez, on a une vue pendant le 19e siècle, pendant le 20e siècle. Alors, la compréhension du Soleil a commencé, les premières observations des taches solaires ont été faites par Galilée, au début du XVIIe siècle. Mais leur origine magnétique est liée au cycle de 11 ans, bien que le cycle de 11 ans ait été découvert avant. L'origine magnétique du Soleil a été faite, des taches solaires n'a été faite qu'aux alentours du début du XXe siècle, vers 1908, parce qu'on n'avait pas les technologies avant de physique atomique qui nous permettaient de comprendre qu'un atome a été ou pas soumis à un champ magnétique. Et ça, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a pu mettre en place ces méthodes. Et donc, elles ont été après appliquées pour observer le Soleil. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un effet dit Zeeman, qui est un élargissement des raies atomiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop technique. Mais disons que cet effet Zeeman a pu être observé à la surface du Soleil dans les tâches. Et c'est là où on s'est rendu compte, parce que dans les tâches, le champ magnétique est très intense. Il fait 0,3 Tesla, donc il est très concentré, très fort. Et donc l'effet Zeeman apparaît assez facilement. Et donc du coup, on a donc compris d'un point de vue historique que le Soleil était magnétique et que les taches qu'il y avait à sa surface étaient d'origine magnétique et avaient un cycle. Alors le cycle qu'on avait observé avant, à partir de Schwab, donc au milieu du 19e siècle, on va dire, et l'origine magnétique au début du 20e. Après, au cours du 20e siècle, Eddington et des physiciens français ont mis en avant la structure interne des étoiles d'une manière générale. En fonction de leur masse, est-ce qu'elles ont un cœur convectif et une enveloppe radiative quand elles sont massives, ou l'inverse, comme le Soleil quand elles sont très de masse, un cœur radiatif et une enveloppe convective. Donc du coup, on a pu établir la structure interne des étoiles et faire des modèles d'évolution sur les échelles nucléaires d'évolution des étoiles, donc des milliards d'années. Ce qui nous manque et sur lequel on travaille maintenant depuis l'époque de Alfvén, de Parker, c'est-à-dire sur l'aspect dynamique du Soleil. Donc ça fait à peu près 50 ans, 60 ans qu'on travaille sur le côté dynamique du Soleil, et ça c'est très complexe parce que ça fait intervenir de la turbulence magnétique. Alors, cette turbulence magnétique, comme on l'a dit, elle n'est pas homogène, elle se répartit à différentes longitudes et latitudes autour du Soleil, comme on le voit très bien sur l'image que vous montrez. Et donc, il est important de ne pas observer le Soleil qu'à partir de l'écliptique qu'on va le faire par Parker Solar Probe. Alors, ce qui est bien avec Parker Solar Probe, c'est qu'on va pouvoir sonder
la variété du milieu interplanétaire entre le Soleil et nous, le vent solaire et la couronne du Soleil, en distance radiale entre la Terre et le Soleil. Avec Solar Orbiter, pour lequel notre laboratoire au CEA a contribué à construire un instrument qui s'appelle STIX, en rayon X, on va pouvoir observer le Soleil avec plus d'instruments, parce que Parker Solar Probe est principalement un satellite qu'on appelle d'observation in situ, c'est-à-dire qu'il va principalement observer le champ électrique, le champ magnétique et les particules localement, et il aura une caméra grand champ, mais qui ne peut pas être directement dirigée vers le Soleil, pour des problèmes d'éblouissement évidents, et puis de résistance au flux de chaleur, et donc elle va regarder de côté en essayant de limiter un maximum les fuites lumineuses, de façon à un peu voir le contexte général de où se trouve la sonde. Mais elle n'a pas de caméra ultraviolette ou de télescope X comme va avoir Solar Orbiter. Alors Solar Orbiter est beaucoup plus proche de SOHO, qui est aussi un satellite de l'Agence spatiale européenne et avec quelques contributions de la NASA. Donc l'Agence spatiale européenne est en train de faire en gros le successeur de SOHO, qu'on appelle Solar Orbiter, et ça va être un satellite qui va partir avec 10 instruments versus 4 pour Parker Solar Probe, qui est plus petit parce que pour aller si proche du Soleil c'est plus compliqué et tout ça. Donc Solar Orbiter va permettre de voir non seulement les hautes latitudes du Soleil, donc les pôles solaires qu'on a du mal à voir, et en plus va avoir toute une série d'instrumentations qui va permettre de mieux observer le Soleil à différents angles. Et donc entre les instruments qu'on a sur Terre, les satellites qui sont en orbite proche de la Terre, les satellites Parker Solar Probe et Solar Orbiter et les 2 satellites stéréo qui existent déjà dans l'espace, on va commencer à avoir une vue multipoint du Soleil et donc à une vue 3D du Soleil qui sera très riche et qui est très instructive. On va commencer à bien cerner le Soleil effectivement avec tous ces instruments. En tout cas, ce matin, on l'a déjà beaucoup mieux cerné grâce à vous, Alan Sacha-Brun. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On va se laisser ici après 1 heure d'échange sur le Soleil. Super. Bien entendu, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route ou qui voudraient réécouter cette discussion, elle sera disponible en replay sur YouTube et SoundCloud. De notre côté, on va passer au lancement de la Parker Solar Probe. On va aborder le côté un peu technique de la mission et on va laisser Alan Sacha-Brun profiter du Soleil, cette fois en direct et non pas à travers un télescope. Merci encore, Alan Sacha-Brun. Oui, alors est-ce qu'il reste toujours à 3h53 apparemment? Apparemment, le lancement est toujours prévu pour 3h58, même il me semble. Donc il avait été effectivement retardé un petit peu et on est donc dans les temps pour le suivre. Voilà, écoute, ok, super. Merci. Merci à vous encore merci une fois. À vous et j'espère que ça aura plu aux auditeurs et puis on reste en contact pour de nouvelles aventures si nécessaire. Vous revenez quand vous voulez. Au revoir, merci beaucoup.